Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Le travail du poète, l'ouvrage d'un regard d'heure en heure affaibli, n'est pas plus de rêver que de former des pleurs, mais de veiller comme un berger et d'appeler tout ce qui risque de se perdre s'il s'endort. Ainsi, contre le mur éclairé par l'été, mais ne serait-ce pas plutôt par sa mémoire, dans la tranquillité du jour, je vous regarde, vous qui vous éloignez toujours plus, qui fuyez, je vous appelle, qui brillez dans l'herbe obscure, comme autrefois dans le jardin, voix ou lueurs, nul ne le sait, liant les défunts à l'enfance. Est-elle morte, telle dame sous le buis, sa lampe éteinte, son bagage dispersé? Ou bien va-t-elle revenir de sous la terre, et moi, j'irai au-devant d'elle et je dirai: qu'avez-vous fait de tout ce temps qu'on n'entendait ni votre rire, ni vos pas dans la ruelle? Fallait-il s'absenter sans personne avertir? Ô dame, revenez maintenant parmi nous. Dans l'ombre, et l'heure d'aujourd'hui se tient cachée, ne disant mot, cette ombre d'hier. Tel est le monde. Nous ne le voyons pas très longtemps, juste assez pour en garder ce qui scintille et va s'éteindre, pour rappeler encore et trembler de ne plus voir. Ainsi s'applique l'appauvri, comme un homme à genoux qu'on verrait s'efforcer contre le vent de rassembler son maigre feu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation et je viens de lire un poème extrait du recueil L'Ignorant du poète Philippe Jacotet, à qui sera consacrée une première émission aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas seulement critique littéraire, mais aussi et surtout poète, Jean-Luc Steinmetz apporte très souvent de précieux éclairages sur les méandres de la création poétique. Aussi, pour aborder celle de Philippe Jacotet, apparaît-il préférable, plutôt que de proposer des repères biographiques, de prendre un premier chemin de traverse. En l'espèce, après qu'ait été soulignée l'importance de la joie dans l'œuvre de Jacotet, c'est la médiation de la rose et du rose qui assure le mieux une première approche. Voici ce qu'en dit Steinmetz. Si l'œuvre de Jacotet peut être saisie par une marque affective, un autre vocable, mieux que cette joie évanouie, la révèle plus encore. Et ce terme est sans doute le plus banal. Il s'entend d'un bord à l'autre de la poésie universelle. Il en est devenu le lieu commun par excellence. Or, Jacotet a su le rendre sien comme nul autre, et, par ce geste même, en aviver le ton. Je veux parler du mot rose, substantif ou adjectif. Oui, la rose des troubadours, celle de Ronsard, celle de Malherbe, celle affadie d'Albert Samin, celle superbe de Rilke, à son tour, il s'en est approché et l'a cueillie. Mais surtout, plus que capteur d'une fleur, d'une forme, il est celui qui voit le rose et son éveil sur les choses ou dans l'air. On retrouve ici ce mouvement que j'ai déjà tenté de caractériser et qui fait des simples objets quotidiens, de leur réalité, les supports d'un autre réel, plus impalpable, qui n'en décide pas moins de nous.
dans cette couleur rose qu'il cherche et qu'il rencontre si souvent, comme si l'air et la lumière venaient au-devant de lui, se perçoit en outre une contradiction surprenante, une litote singulière. Rose, en effet, désigne une couleur amoindrie peut-être, et comme une marque légère, merveilleux indice de la pudeur. Le rose monte aux joues, témoignant à lui seul sur le grain fragile d'une peau, d'un mouvement profond auquel la conscience à peine coopère. Face à la discrétion, qui n'en est pas moins révélatrice, de ce rose, nous savons lire le rouge tragique, celui du sang versé, celui que Jacotet vit poindre, petite tache aux lèvres d'un homme sur le point de mourir. Il s'agit d'une citation d'un recueil intitulé « Éléments d'un songe ». Celui, plus mystérieux assurément, d'un cerisier couvert de fruits aperçu dans la nuit. Le rose, quant à lui, implique une réserve. Encore faut-il préciser qu'à tant recourir à cette couleur proche de la douceur en ce qu'elle a de fade, on a fini par en banaliser l'infinie délicatesse. N'importe, la poésie ne s'est point méprise sur cette inflation. Elle a compris que quelle que fût la multiplication du rose, ou de la rose, continuait de se produire là, en dépit d'une prolixité dans la couleur et dans le mot, dans leur alliance avec le réel, un effet qui ne pouvait s'atténuer. Elle a donc persisté à le dire, à l'interroger, à le rappeler. Elle a beaucoup dit ce dire du peu. Jacotet n'a pas hésité à se faire le passeur, presque silencieux de ce rose, à devenir celui qui nous l'apporte avec les moyens sommaires d'une parole presque quotidienne. Attentif au petit jour éclairant les villes, comme à la plus somptueuse aurore, rhododactylos d'Homère, le terme en grec veut dire au doigt de rose, il s'agit de la déesse Éos, il a capté les multiples occurrences descriptibles de cette couleur qui, portée par les végétaux, les êtres, le ciel, apparaît alors par son art transactif, non pas comme la simple qualité pigmentaire d'une surface, mais comme une émotion des choses, se communiquant à celui qui en est le témoin. C'est cette émotion des choses qui parcourt et orchestre le beau recueil de Jacotet au titre énigmatique et heurté, intitulé « Et néanmoins ». Ce recueil mélange poème et prose poétique en évoquant le plus souvent des plantes ou des fleurs et aussi des oiseaux. Ainsi, affleureront et effleurerons-nous les violettes, le docus ou carotte sauvage, les liserons des champs, et pour ce qui est des oiseaux, le rouge-gorge, le martin-pêcheur ou le rossignol. Avant de lire le texte intitulé « Rouge-gorge », il convient de lire le poème liminaire qui marque l'hésitation quant au titre et qui a précisément celui-ci ayant rayé le titre. Ayant rayé le titre. Devant le Dieu, à gueule de chien noir. Beau titre ai-je pensé quand il m'est venu dans la nuit. Belle et noble image. Mais cette nuit, je ne suis pas dans un musée. Le noir devant moi ne s'orne d'aucun or, et si j'affronte un chien, ce ne sera qu'un chien de ce monde prêt à mordre. Il n'y a pas non plus de barque funéraire à quai, pas de ciel au-dessus, pas de vieux sphinx pour assurer l'équilibre. Il y a seulement des murs de toutes parts, comme n'en ont que les tombes. J'entends bien la rumeur des sages, qui disserte sans fin dans de hautes salles, mais je ne peux pas plus y pénétrer qu'un âne dans un temple. C'est à cause des caves sous les ruines, où je n'ai pas été contraint de m'enterrer pour survivre avec les rats, que je parle aujourd'hui ainsi, comme si ce n'était plus moi qui parlais, mais quiconque va finir par s'effondrer dans la boue. Il y a eu tout de même un certain jour
qui flottait dans l'église avec l'encens, cette musique à nommer divine, divine parce qu'elle vous devançait avec ses clés à la ceinture. Mais qui l'entend encore si tout devient pareillement étroite et noire, et celle-là si lointaine et débile, où peu s'en faut, à cause des amis coincés dans la nasse au fond de l'eau, là où le jour n'atteint plus. Devant, le Dieu à gueule de chien noir. Autant rayer parvenu ici les beaux titres, autant laisser peut-être inachevé le livre ou l'interrompre au milieu de la page écrite seulement de larmes désarmées. Là où le plus beau livre n'est qu'un peu durable abri, après qu'on a lâché ses cannes, soutenu à grand-peine par des femmes, par des sœurs habillées de patience, si d'autres, invisibles, tardent à les relayer, on tombera cette fois pour de bon. Si la lumière qu'on tenait encore dans sa main casse, les pieds nus ne pourront que s'écorcher sur les tessons. Si même la lumière casse, si les murs se resserrent, si le chien noir, qui n'est pas un dieu, aboie, s'il vous mord, arrivé là, il faudrait inventer une sœur ou un ange, comme personne jamais n'a pu en inventer. Il faudrait, pour levier à soulever pareille dalle, une lumière dont on a perdu le nom pour la héler. Lisons à présent le long poème intitulé Rouge-gorge, qui sacre le mieux, nous semble-t-il, l'effacement de la frontière entre poésie et prose poétique ou poème en prose. N'est-ce pas Baudelaire qui, l'un des premiers, a ouvert la voie de cette porosité entre les deux pôles majeurs de la création poétique, avec le diptyque des Fleurs du Mal et du spleen de Paris. Lisons le poème intitulé Rouge-gorge. Les soirs d'hiver, qui s'enflamment presque tendrement, comme une joue, tandis que dans les hauteurs, le ciel atteint la plus vive transparence, tout près de n'être plus rien, puisque, à travers lui, on ne voit pas autre chose. Et pourtant, je repense au vers de Nerval qui rapproche la sainte et la fée. Verrais-je ici, dans mon jardin, la transfiguration de la fée encore rose, encore incarnate, en sa propre âme, toute pure et sans plus de poids? Ce serait trop beau, trop conforme à mes rêves.
Je crois qu'il y a là plutôt quelque chose comme une eau très pure. Travaillant au jardin, je vois soudain à 2 pas un rouge-gorge. On dirait qu'il veut vous parler, au moins vous tenir compagnie. Minuscule piéton, victime toute désignée des chats. Comment montrer la couleur de sa gorge? Couleur moins proche du rose, ou du pourpre, ou du rouge sang, que du rouge brique. Si ce mot n'évoquait une idée de mur, de pierre même, un bruit de pierre cassante, qu'il faut oublier au profit de ce qu'il évoquerait aussi de feu apprivoisé, de reflets du feu, couleur que l'on dirait comme amicale, sans plus rien de ce que le rouge peut avoir de brûlant, de cruel, de guerrier ou de triomphant. L'oiseau porte dans son plumage, qui est couleur de la terre sur laquelle il aime tant à marcher, cette sorte de foulard, couleur de feu apprivoisé, couleur de ciel au couchant. Ce n'est presque rien, comme cet oiseau n'est presque rien, et cet instant et ces tâches et ces paroles. À peine une braise qui sautillerait, ou un petit porte-drapeau, messager sans vrai message, l'étrangeté insondable des couleurs. Cela ne pèserait presque rien, même dans une main d'enfant. Cependant, vous parvient aux oreilles, par intermittence, le bruit discret comme prudent des dernières feuilles du figuier. Celui, plus ample, mais plus lointain, des hauts platanes d'un parc. C'est la rumeur du vent invisible, le bruit de l'invisible, à l'abri duquel le rouge-gorge et moi vaquons à nos besognes, lui le porte-lanterne, l'imprudent, sirop d'un chat. Cet oiseau piéton que l'on est tellement tenté d'imaginer amical et même complice, tout à la fois tranquille et comme timide, moins espiègle que beaucoup d'autres, cet oiseau proche, en qui l'on verrait volontiers l'âme réincarnée d'un enfant, ami des branches souples du figuier et de la terre soigneusement peignée par le râteau, je ne vais pas rêver qu'il me serve jamais de guide à la fin du jour, ni qu'il me soit du moindre secours quand j'aurai besoin de secours. C'est aujourd'hui, c'est hier qu'il m'a aidé, sans d'ailleurs se préoccuper plus que cela de moi, malgré les apparences, simplement en étant là, vivant, visible sous le ciel visible et vivant, avec la drôle de parole involontaire de sa tache rouge, que j'ai lue avec surprise comme j'en ai lu tant d'autres, sans mieux les comprendre. C'est donc aujourd'hui, sans attendre, qu'il me faut noter tel que je l'ai reçu, ce message, qui n'en est pas un, tant que je suis en état de le faire, bien décidé d'avance à rompre, si possible, avec le loqueteux qu'on finira par devenir, à lui retirer d'avance la parole, lui refusant tout droit à obscurcir de ses hoquets ce qu'il m'aura été donné de faire rayonner avant sa misérable entrée en scène. Qu'on l'aide alors, lui, l'infortuné, comme on doit et peut aider les malades, mais que tout cela reste une affaire privée dont rien ne filtre au dehors, et qu'aucune ombre de cette sorte-là, venant de moi, réduit après tous les autres à la débâcle, ne vienne rétrospectivement altérer la limpidité du monde tel que je l'aurais vu tant de fois, en ayant encore, comme on dit, tous mes esprits. À la putréfaction, il faut refuser la parole, non pas la nier, mais la réduire au peu qu'elle est. S'acheminer vers son propre cadavre n'est pas gai. Il faut le plus souvent franchir là des étapes presque ou même tout à fait infernales. Mais le vivant a d'abord été vivant. Un rouge-gorge a eu l'air de lui parler, une très petite boule de plume avec un cœur. Un réseau, beaucoup moins visible qu'aucune toile d'araignée,
reliait ce peu de choses au bruit des feuilles sèches sur les dalles d'une terrasse, à la rugueuse et friable terre qui n'avait déjà plus sa chaleur d'été, comme la main qui la travaillait, à l'ombre sous les arbres, à la lumière pâle au-dessus d'eux. Ce réseau était-il un piège dont la mort prochaine de l'oiseau, celle à peine moins prochaine de celui à qui il tenait compagnie, eussent été le centre? Sur le moment, si j'avais pensé, mais il y avait mieux à faire, j'aurais probablement imaginé que le centre de la toile invisible ne pouvait être un monstre noir, mais que tous les éléments qu'elle tenait ensemble pour un instant parlaient, pariaient pour le contraire. Il faut réserver le droit de la parole à ce qui vit. Laisser les morts ensevelir leurs morts. Cette parole n'est pas nécessairement dure. Elle pourrait signifier laisser les ténèbres à leurs ténèbres et allumer la lampe qui conduit au lever du jour. Lisons à présent un poème extrait du recueil À la lumière d'hiver. Le poème ne comporte pas de titre. Un homme qui vieillit est un homme plein d'images, raide comme du fer en travers de sa vie. N'attendez plus qu'il chante avec ses clous dans la gorge. Autrefois, la lumière nourrissait sa bouche. Maintenant, il raisonne et se contraint. Or, on peut raisonner sur la douleur, sur la joie, démontrer, semble-t-il, presque aisément, l'inanité de l'homme.
On peut parler, comme je parle à présent dans cette chambre, qui n'est pas encore en ruine, par ces lèvres que ne coud pas encore le fil de la mort, indéfiniment. Toutefois, on dirait que cette espèce-là de parole, brève ou prolixe, toujours autoritaire, sombre, comme aveugle, n'atteint plus son objet, aucun objet, tournant sans fin sur elle-même, de plus en plus vide, alors qu'ailleurs, plus loin qu'elle, ou simplement à côté, demeure ce qu'elle a longtemps cherché. Les mots devraient-ils donc faire sentir ce qu'ils n'atteignent pas, qui leur échappe, dont ils ne sont pas maîtres, leur envers? De nouveau, je m'égare en eux. De nouveau, ils font écran. Je n'en ai plus le juste usage. Quand, toujours plus loin, se dérobe le reste inconnu, la clé dorée, et déjà le jour baisse, le jour de mes yeux. Lisons un tout dernier poème, toujours tiré du recueil À la lumière d'hiver. Les larmes, quelquefois, montent aux yeux comme d'une source. Elles sont de la brume sur des lacs, un trouble du jour intérieur, une eau que la peine a salée. La seule grâce à demander aux dieux lointains, aux dieux muets, aveugles, détournés, à ces fuyards, ne serait-elle pas que toute larme répandue sur le visage proche, dans l'invisible terre, fit germer un blé inépuisable. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement d'abord un impromptu de Schubert, tiré de l'opus 142, le deuxième impromptu, interprété par le pianiste Alfred Brendel. Puis, vous avez pu entendre un extrait de l'opéra de Vivaldi Il Giustino, l'air Vedrò col mio diletto, chanté par le contre-ténor Jakub Józef Orliński. Et enfin, vous avez pu entendre, toujours de Schubert, un autre impromptu, tiré du même opus 142, numéro 1 cette fois, toujours interprété par Alfred Brendel. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission et pour un second volet consacré à Philippe Jaccottet, qui aimait tant, on le verra, la peinture et la musique. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter
la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.